Bonsoir. Je parle fort pour que tout le monde, pour que toute l'école entende. Bon, merci d'être venus, nombreux. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez peut-être pas, vous les avez croisés ou pas, peut-être avec un casque de chantier, vous ne connaissez peut-être pas bien Florian, il va se présenter. Cyril, paysagiste, Florian est architecte, Jean-Baptiste est paysagiste et entrepreneur paysagiste. Et tous les trois ont participé au projet à ces lieux qui nous accueillent. Nous sommes ravis qu'ils soient là pour les présenter, ces lieux, présenter le projet d'archi et de paysage. Alors, d'archi et de paysage, comme une école d'archi et de paysage. Un projet qui a démarré sous la forme d'un concours, un concours d'idées restreint. Ça, je ne sais pas, tu voulais en parler ou pas, Florian? Je ne veux pas trop déflorer ça. Un concours d'idées qui était surtout axé sur la rénovation énergétique du bâtiment Eldin, vous le savez. Et ce concours d'idées, grâce à l'équipe d'architectes représentée par Florian, s'est ouvert à la question de l'accueil de vivants, donc de paysagistes. De paysagistes au pluriel et de vivants que nous sommes, qui occupons ces lieux. Donc je suis très ravi qu'ils puissent vous présenter le projet, mais surtout que ce projet n'est pas terminé. C'est ça qui est très intéressant. C'est surtout que ce projet, il démarre. Il est encore en train de démarrer et il va se poursuivre. C'est un processus qui est initié. Il va se poursuivre grâce à nous en tant que bipèdes vivants dans ces lieux, et grâce aux vivants qui vont arriver aussi dans les lieux qui ont été prévus pour ça, au sein de l'architecture et au sein des jardins. J'en dis pas plus, parce que c'est voilà. Et c'est ça le propos de la soirée, c'est de parler de cet accueil-là que permet l'archi et les espaces autour. Merci à vous d'être de Paris, de Bordeaux, du Pays Basque. Ok, donc je me présente d'abord, donc Florian Depusse, donc architecte donc, de l'agence d'Adour Depusse Architecture. Et donc effectivement, donc, comme il a été dit, on a répondu au concours en 2021, en mai 2021. Dont l'objet était la rénovation énergétique du bâtiment Eldin, donc le bâtiment d'origine, celui-ci, qui date des années 70-77, dans le cadre du plan de relance plus général voilà, au niveau de l'État. Donc il y avait des financements pour cette rénovation énergétique. Dans le but, en fait, il y a des lois qui programment, ça s'appelle le décret tertiaire, qui programme en 2040-2050 des niveaux énergétiques qui doivent être divisés par deux, etc. Enfin, il y a un échéancier comme ça, et tous les établissements publics doivent répondre à cet échéancier-là. Du coup, on a répondu, on a eu la chance d'être sélectionné à l'époque pour concourir. C'est notre premier concours tout seul. Et donc, on a concouru contre deux équipes, contre Pierre Bernard, que vous connaissez peut-être, qui était enseignant, qui enseigne plus, je crois, si. Enfin, peut-être qu'il vient un peu. Pierre Bernard, et puis le duo Boideau-Bast, voilà, qui ont aussi été sélectionnés pour concourir. L'objet un peu du concours, je vais faire un peu cette intro et puis après on va glisser un peu vers le paysage et puis on va voir comment le paysage est rentré un peu dans l'architecture, parce qu'au début on n'avait pas, enfin comme vous voyez le programme c'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de question de paysage. Ça a été un choix dans notre réponse. Les intitulés un peu du projet, le programme en tout cas, c'était à la fois de rénover, d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, mais aussi de retrouver un aspect plus proche de l'origine au niveau du bâtiment Eldin, qui était un bâtiment fait entièrement préfabriqué, quasiment tout était préfabriqué, sauf les poteaux. Et donc les façades étaient en panneaux sandwich préfabriqués. Et donc toute l'architecture avait une sorte de
côté minéral assez brut et comment dire, très radical d'une certaine manière. Donc l'objet, c'était à la fois de retrouver cet aspect, enfin, c'était l'intitulé, à la fois de retrouver cet aspect un peu radical de l'architecture de Pierre Heldin, et en même temps de trouver des solutions d'optimisation énergétique. On a fait une approche, nous, le budget, c'est un budget de 3 millions d'euros, qui permet à l'échelle du bâtiment de faire un certain nombre de choses, mais pas nécessairement tout ce qu'on voudrait faire. Et donc, nous, malgré tout, on a décidé d'avoir une approche globale sur le bâtiment, ne pas se restreindre en fait à un budget donné, mais plutôt définir une stratégie à l'échelle du bâtiment Heldin pour ensuite donner un certain nombre d'interventions possibles au maître d'ouvrage, donc à l'école d'architecture via le ministère de la Culture, pour dans le temps pouvoir définir un certain nombre d'interventions possibles pour l'amélioration de la qualité de l'école et de la consommation énergétique. Et donc pour ce chantier qu'on finit un peu laborieusement, on a défini un certain nombre d'interventions qu'on a fait, mais on avait prévu de faire, on a un programme d'intervention plus vaste, notamment sur les terrasses supérieures, avec la possibilité de travailler de la même manière qu'on a travaillé ici. Et donc, on a choisi, nous, on a essayé de comprendre surtout l'architecture d'origine de Pierre Heldin, de comprendre comment était structurée cette école, de savoir aussi quel rapport à l'extérieur Pierre Heldin avait créé, sachant qu'à l'époque la végétation n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, tout le parc, etc. J'imagine, je ne connais pas trop l'histoire, mais j'imagine qu'il n'y avait rien, non? Pas grand-chose. Voilà. Et c'est vrai que maintenant il y a un rapport à l'extérieur qui est intéressant, et aussi un rapport qui est intéressant aussi beaucoup au niveau des terrasses extérieures. Et donc pour nous, c'était très important d'avoir une approche qu'une rénovation énergétique passe aussi par une réflexion sur les usages. Et dans ce cadre végétal du parc, etc., on a intégré en cours de concours, hein, je crois, parce qu'au début, quand on répond à une question énergétique, on n'intègre pas nécessairement des paysages tels que c'était formulé. Et puis plus on avançait dans la réflexion, plus on s'est dit que c'était essentiel à partir du moment où on voulait réinvestir les terrasses extérieures, d'intégrer dans la réflexion, donc Cyril, pour la partie biodiversité, paysage, et de tester un peu, de voir quelle relation l'école pouvait entretenir, développer, tester, que ça marche ou pas, on verra. Mais en tout cas avec son environnement, l'environnement du parc, l'environnement des terrasses, la faune, la flore, t'en parleras mieux que moi. En tout cas, on ne voulait pas se limiter à une question énergétique pure. Pour nous, c'est essentiel que chaque intervention sur un bâtiment, parce que c'est quand même des budgets conséquents, si on intervient sur une question énergétique, il faut qu'on arrive à créer une plus-value aussi en termes d'usage ou de qualité spatiale du lieu. Pour nous, c'est fondamental parce que des rénovations énergétiques, il y en a déjà eu, cette école en a déjà eu une dans les années 90, où ils avaient changé toutes les façades, où ils avaient doublé donc toutes les parties béton avec des doublages isolants plus de l'aluminium type zinc là, et changé les châssis déjà en double vitrage. Mais avec tout ça, ils avaient aussi réduit, de ce fait, ils avaient réduit toutes les parties vitrées. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais
on a gagné à peu près 15 cm de lumière naturelle en fait, sur la globalité du bâtiment. Et donc l'essentiel pour nous, c'est que toute question, tout budget donné comme ça à un bâtiment et à une architecture des années 60, 70, qui souvent traîne avec elle quelque chose de comment on dit oui, enfin ça c'est ta vision, mais dans la vision globale des gens, l'architecture des années 60 quand même, elle est vue de façon assez péjorative, assez brutale quand même dans les grands ensembles, notamment, etc. Ouais. Et donc c'est aussi de montrer que cette architecture, elle a une capacité d'évolution. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de faire évoluer par exemple ce bâtiment qui est très tramé, qu'on imaginait d'ailleurs, on n'était pas dans la tête d'Eldin, de Pierre Eldin, mais on imaginait que c'était un peu une architecture proliférante qui aurait pu s'étendre. Voilà. Contrairement à d'autres aux extensions, par exemple, que vous pouvez voir de l'école, ou qui peuvent paraître plus figées quoi, dans leur structure, etc. Quoi. Donc on espérait d'ailleurs qu'il ait dimensionné les choses pour pouvoir construire au-dessus, ce qui n'était finalement pas le cas. Quoi. Voilà, tout ça pour dire que cette question énergétique, on a intégré à l'intérieur de cette réflexion la question des usages et la question du vivant que va développer un peu plus Cyril. Voilà. Merci. Oui, c'est clair que déjà c'est surprenant de répondre à une question qui était purement énergétique, d'y répondre avec ça. Je pense que vous êtes sensible à ça, j'espère. Et surtout, alors dans ce qui me concerne, effectivement, donc je suis Cyril Marlin, je suis paysagiste du sud-ouest, du très sud, très au sud, donc plutôt vers les montagnes. Et quand il m'a appelé, je me suis dit, c'est loin, Lille. Et en plus, je me suis dit surtout, à Lille, il y a plein de paysagistes dans l'école de paysage. J'étais très surpris et j'étais très surpris d'apprendre aussi que finalement, pour le concours, on n'avait pas mis en place aussi l'idée que les paysagistes pouvaient peut-être travailler sur cette architecture, même s'il s'agissait que d'énergie, on va dire, ou bien qu'il s'agissait d'énergie. Et je me suis dit, alors j'ai beaucoup d'amis ici dans l'école, paysagistes, donc je me suis dit, je vais quand même venir parce qu'en réalité, l'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait des paysagistes dans ce processus de projet. Parce que finalement, si Florian ne m'avait pas appelé, les paysagistes, déjà les enseignants de l'école, on n'est pas sûr qu'il y ait eu une vraie interaction avec le projet. Et puis, et finalement, la question paysagère ne se serait pas posée, alors qu'en fait, le problème qu'on me pose avec les architectes avec qui je travaille, je ne sais pas si je suis un peu spécialisé dans le travail avec des architectes d'une certaine manière, et dont Florian fait partie. Et cette partie de mon travail, en fait, je l'ai pas mal développée sur la question de comment on peut considérer que l'architecture, un bâtiment, dans quelle mesure il est un milieu. C'est-à-dire que c'est plus la question d'aménager de façon esthétique les espaces via du vivant, et c'est plutôt dans quelle mesure le bâtiment est capable d'accepter, d'accueillir même, du vivant, des êtres vivants. Et pas seulement des végétaux, mais aussi des insectes, des oiseaux et des humains. Alors les humains, je pense que l'architecture s'en charge pas mal, mais pour le reste, il n'y a personne qui s'en charge. Donc, et c'est une problématique qui est très contemporaine, parce qu'on n'arrête pas de parler de transition écologique, de biodiversité. Il y a eu la loi biodiversité, par exemple, assez récemment. On parle beaucoup de favoriser la biodiversité, favoriser le vivant dans nos espaces de vie, mais en fait,
la première chose que des architectes et des paysagistes peuvent faire, c'est favoriser cette présence au plus proche des espaces dans lesquels ils vivent et donc au plus proche d'une construction. Par exemple, dans ma maison, j'habite dans une maison dans la campagne basque. Moi, je fais en sorte qu'il y ait beaucoup d'araignées, qu'il y ait beaucoup de petits mammifères, que la maison, en fait, de chauves-souris, que la maison soit la plus favorable. Donc autant à moi qu'à eux, en me disant que moi-même, je serais bien que si la maison accueille du vivant. Donc, c'est un peu la même chose que je me suis dit pour entamer la question que me posait Florian. Et alors, il se pose toujours la question dans une architecture, c'est quelle est la place? Déjà, quels sont les espaces finalement qui ne sont pas tellement utilisés par les humains et qui finalement pourraient être occupés par des êtres, par d'autres êtres. Et là, quand Florian m'a montré leurs idées, donc je me suis dit, il y en a un qui coule de source parce que on pose souvent la question, c'est celui des terrasses. C'est pour ça qu'il était venu me parler. Donc celui des terrasses. Et après, j'en ai vu un deuxième, c'est celui-là, en fait. C'est-à-dire que cet espace entre serre, entre architecture, enfin entre serre, pardon, matière et le sol sur lequel vous avez travaillé, finalement, il n'est pas tellement occupé. Et je me suis dit, bah tiens, on pourrait envisager, c'est une place, quoi. C'est une place pour faire un jardin. Et jardin dans le sens dans lequel je voulais l'expliquer, c'est-à-dire quelque chose d'accueillant pour le vivre. Et donc, je me suis dit, il y a deux questions pour l'instant. Après, j'en avais détecté beaucoup d'autres. On avait parlé des poteaux, par exemple, des surfaces de béton. Cet après-midi, on a travaillé un peu avec les enseignants paysages et notamment avec Johan Tison. Vous êtes surtout d'architecture, j'imagine? Oui. Donc, non, il y a des paysagistes aussi, là? Oui, bon, voilà, avec Johan Tison, et, qui est écologue. Et en fait, on a parlé de chauves-souris, on a parlé de tous les animaux, on a parlé d'abeilles solitaires, voilà, on a parlé d'araignées, on a parlé de pas mal d'animaux. Et donc là, potentiellement, dans ce bâtiment, on pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. Sauf que la question, vous avez bien compris, ce n'était pas cette question au départ. Donc on a proposé deux espaces, donc l'espace terrasse et cet espace-là. Et pour la terrasse, c'est facile, mais d'une certaine manière, il se pose un problème. Vous allez tous rencontrer ce problème, que vous soyez paysagiste ou architecte, parce que maintenant, on fait beaucoup de terrasses en mettant pour des questions aussi d'évaporation de l'eau, enfin de garder l'eau, pour des questions de thermique, et pour des questions de biodiversité, on fait des terrasses, des toitures jardins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises proposent des produits. Je dis bien le mot produit, c'est-à-dire qu'elles ne proposent pas des jardins, elles proposent des produits. Donc considérez le jardin, c'est plus un jardin, c'est une chose. Voilà, et qui fonctionne, alors qui fonctionne peut-être au niveau thermique, je ne sais pas, regardez, et peut-être voilà, au niveau thermique seulement, et au niveau de l'eau. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'on est allé voir avec Jean-Baptiste, qui va se présenter tout à l'heure, on est allé voir Johan Tison notamment, et on a commencé à comprendre que finalement, on pouvait faire une expérimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tel qu'il est, pour l'instant, c'est quasiment rien. Vous voyez que de la terre. Vous avez l'impression que c'est que de la terre avec quelques herbes qu'on cramait dehors, hein, sur les terrasses. Et en fait, tel qu'il est, c'est le premier jardin de Villeneuve-d'Ascq qui répond de façon la plus, alors je répète Johan Tison, la plus intelligente possible à la question de l'accueil de la biodiversité dans des bâtiments, sur des toitures jardins. Pourquoi? Parce que simplement, au lieu de faire au début, moi, dans mon côté sud-ouest, dans le sud-ouest, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup de terre parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont pousser, des arbres, on arrive. Par contre, ici, il me dit, plus tu mets de la terre, plus tu mets du substrat, plus il va y avoir des herbes qui vont pousser, mais il dit, ça va être un certain nombre d'herbes réduites qui vont empêcher les autres
d'autres végétaux de venir. Et donc il me dit, au contraire, il faut. Alors il dit pourquoi? Parce que vous avez des pluies azotées à Lille, ce qu'on n'a pas chez nous. Vous n'avez pas de chance. Il vous pleut de l'azote. Ça veut dire qu'en fait, les pluies enrichissent la terre, vous voyez, enrichissent le substrat. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de terre pour avoir un substrat riche. Et plus vous mettez de substrat, plus elle sera riche, et plus il y aura certaines espèces seulement qui vont s'y développer. Et donc, il dit, ça, côté biodiversité, c'est pas bon. Alors ça, c'est celui qui dit. En tout cas, lui, son intérêt, c'est qu'il y ait d'autres types de plantes qui arrivent en toiture jardin. Et donc, il a commencé, on a vu ça avec Jean-Baptiste, à nous dire, voilà, il faut 10-15 cm de substrat. Vous prenez plutôt quelque chose de très minéral. Donc, mélanger certes du terreau de la terre, mais vraiment avec beaucoup de craie, avec du sable, avec des petits graviers, des gravillons, de la pouzzolane. Voilà. Donc, en fait, on a réussi à créer 4 conditions de sol. Donc, vous ne le voyez pas parce que ça a l'air d'être uniforme visuellement. En réalité, là, il y a quatre conditions de sol qui sont couplées avec plusieurs conditions vous avez vu plusieurs conditions d'éclairage, d'exposition solaire, voilà, et qui fait qu'en fait, on a mis en place tout simplement un dispositif de test et d'essai, d'expérimentation sur la capacité du vivant à venir dans l'architecture. On va mettre en place un protocole avec les étudiants de paysage, un protocole d'observation pour chaque cas. On va essayer de recenser les plantes qui arrivent, on va essayer de recenser les animaux qui viendront sur le jardin, et les animaux, les insectes, les oiseaux surtout, en papillons, en gros papillons, sauterelles, arachnides et tout ce genre de choses, les escargots aussi, je pense, parce qu'il va y en avoir à cause des oiseaux. Voilà, donc ça c'était la réponse pour le jardin. Vous voyez qu'il n'y a aucune idée d'esthétique, aucune idée visuelle, et même ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, il ne va même pas y avoir de jardinage au sens habituel du terme, dans le sens jardiner pour faire beau, pour tailler, pour faire que les choses soient... on sème des trucs pour que ça soit bien vert. Au contraire, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que la nature se fasse. S'il y a trop de soleil, ça va griller. Mais en fait, c'est bon aussi pour la reprise de certaines herbes, et c'est bon aussi pour la présence de certains insectes. Donc, vous voyez, c'est ça la logique du jardin. Donc c'est un jardin, comme disait Dominique, qui ne fait que de démarrer, parce qu'effectivement, il n'a même pas commencé d'ailleurs. Et on va commencer au printemps à observer, à mettre en place ce protocole d'observation. Par ailleurs, on va fabriquer des petits dispositifs d'accueil pour certaines abeilles, pour certains... On a parlé un truc, les chauves-souris. Bon, vous verrez ça venir, ça va se faire au fur et à mesure. Et deuxièmement, il y a ce jardin-là, qui est un jardin un peu particulier, parce que c'est pareil, là, les conditions, moi, ce que je savais, c'est que là, dire que là, il peut y avoir un jardin, c'est pas rien, parce qu'en fait, c'est vouloir accueillir le vivant dans des conditions atmosphériques extrêmement difficiles. Vous voyez, moi, au début, je me suis tout de suite dit à quel genre de climat on a affaire, et surtout, ça renvoie à quel type de milieu dans le monde, c'est cet espace-là. Alors, autant les terrasses jardins, c'est vraiment des milieux lillois. Autant celui-là, c'est ultra artificiel, on ne sait pas. Et donc là, pour le coup, et je me suis dit, je vais encore corser l'affaire, parce que je vais mettre que des tout petits morceaux de terre. Au début, je voulais faire des suspentes de substrat. Et puis après, je me suis dit, j'ai repris en fait ça, c'est la reproduction en homothétie d'un petit jardin que j'ai vu dans une petite maison au Japon, que j'ai habité beaucoup au Japon. Et en fait, c'était mon voisin à l'époque, qui était très vieux, qui avait fait un jardin d'orchidées suspendu comme ça, donc dans des conditions un peu particulières.
Et donc je me suis dit, je vais faire une série de pots et on va les suspendre et on va mettre un peu de terre, un peu de substrat. Et ça, on va se dire que ça va être le support d'une expérimentation pour essayer de voir quel type de plante peut vivre dans ce type de milieu créé par l'architecture. Là, c'est vraiment l'architecture qui l'a créé. Voilà. Donc, ce qu'on a fait cet été avec Jean-Baptiste, c'est que on a fait des premiers tests. Alors le chantier s'est réalisé en très mauvaise saison pour les paysagistes. Ça s'est réalisé c'était au mois de juillet-août. Donc voilà, normalement on n'essaie rien du tout à cette époque-là. Par contre, Jean-Baptiste a insisté pour faire des premiers tests. Et c'était bien, c'était parfait. Parce qu'en réalité, donc on a mis, je ne sais plus très bien, il y a une vingtaine de plantes différentes. Des plantes à tiges, des plantes les annuelles et bisannuelles. Et on a mis aussi des sempervivums. Et en fait, il s'avère que ce qui a supporté la situation, donc sachant qu'en semant, en plantant, on était sûr que rien ne résisterait. Ça, c'est pour le coup, il n'y avait pas de doute. Et par contre, il y a quelque chose qui a résisté, c'est les sempervivums. Et donc le test a été très bon, parce que du coup, moi j'ai commencé à me projeter dans le type de milieu qu'on avait créé. Et en fait, les conditions qu'on a générées sont des conditions en fait, qu'on pourrait rapprocher soit de conditions de très haute montagne. Par exemple, mes montagnes, ce serait à 2000 mètres d'altitude, sur des sols très rocailleux, des choses comme ça. Et parfois, justement, les sempervivums. Ou alors, et il me semble que c'est encore pire que ça, parce que là, ça reste humide, on est plutôt dans des montagnes chiliennes, dans des endroits où en fait on a quelque chose de très très sec et où les végétaux ne survivent que par le captage de l'humidité atmosphérique. Vous voyez? Et donc c'est un peu ça. Et effectivement, les sempervivums, alors heureusement ils sont arrosés parfois dans les montagnes, mais ils sont quand même dans ce genre de capacité à ne pouvoir survivre que aussi en captant le façon atmosphérique. C'est pour ça notamment qu'ils ont cette organisation. Vous voyez, quand vous les regardez, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ils ont une organisation en rosette comme ça qui permet à chaque fois de capter l'eau de façon très scientifique presque. Et donc je me suis dit, à partir de là, ce premier test nous a permis de nous dire que on pourrait s'orienter sur d'autres tests qui relèveraient de ce genre de climat et de ce genre de milieu. Et c'est ce qu'on va faire en fait cette année avec l'association étudiante l'ADRACH, et l'association des jardiniers, en fait, étudiants jardiniers, je ne sais pas comment vous l'appelez exactement, mais en tout cas, on va travailler, Jean-Baptiste et eux, sur l'expérimentation et le test par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose sur moi, je peux juste rajouter, parce que je n'ai pas parlé effectivement de la serre. C'est vrai que dans les réponses, quand je vous ai parlé de la question des usages et de la manière dont on les intégrait dans la réflexion énergétique. Et donc nous, on avait repéré sur l'ensemble du bâtiment 2 espaces qui structuraient le bâtiment. Il y a ce patio-là, qui était à l'origine un patio extérieur à la construction, qui a ensuite été couvert dans les années 90 pour devenir ce que vous appelez l'aquarium. Et donc, il y avait cet espace-là et l'espace du hall d'entrée sur plusieurs niveaux, qui avait sa façade avant que la cafétéria n'ait été construite sous les pilotis, qui avait sa façade qui donnait, qui donnait directement à l'extérieur. Et donc, pour nous, c'est ces 2 espaces qui structurent cette école. Et donc, on s'est appuyé sur plutôt cet espace, parce qu'il y avait déjà aussi un projet de réaménagement des ateliers par SNA, Sébastien Neyman. Et donc, on s'est un peu focalisé sur cet atrium-là, en se disant justement qu'on allait retrouver cette organisation des ateliers conçus par Pierre Heldin, parce que si vous vous souvenez, quand il y avait l'aquarium ici, ces murs étaient opaques. Ils avaient été rendus opaques dans les années 80-90. Il y avait la toiture pyramidale. Alors qu'à l'origine, tout était ouvert complètement autour de ce patio.
Et donc, on s'est dit, au lieu de refaire la terrasse, au lieu d'isoler, de rajouter une isolation sur déjà un complexe existant ou qui existait, on va plutôt faire un espace, un climat, en fait, un climat intermédiaire, qui n'est pas le climat extérieur, qui n'est pas le climat intérieur, mais qui est un climat, nous, on dit que c'est une approche bioclimatique, hein, qui soit un espace intermédiaire, un espace tampon, qui puisse, selon les saisons, selon les apports solaires, etc., devenir un climat et une ambiance particulière entre l'ambiance chauffée, normée des ateliers et l'espace extérieur. Et donc, on a travaillé sur pas mal de simulations, et notamment, on a hésité à un moment donné, c'était une question juste après le concours d'ailleurs, avec l'école, sur savoir si on travaillait avec du simple vitrage ou du double vitrage. Voilà. Et donc, on a fait des simulations pour avoir les températures intérieures, extérieures. L'école a conclu que c'était bien de mettre du double, on gagnait 1 ou 2 degrés en fait, à certaines périodes. Et comme c'est des espaces non chauffés, finalement, c'est comme si l'espace dans lequel on parcourt ici, c'est finalement l'isolation qui aurait pu être mise en tout cas sur les toitures terrasses ici en complément. Et il nous paraissait important, nous, que cet espace-là retrouve son rôle un peu fédérateur de cette zone atelier, qui est des vis-à-vis entre les ateliers, que ça reste un espace libre, qu'on puisse y faire ce qu'on veut, mais qui ne soit pas forcément un espace bloqué ou attribué par les uns, oui, bloqué dans son fonctionnement, et que ça reste quelque chose de très libre. Voilà. Et donc l'occupation au-dessus par la serre, donc on s'est remis sur cette trame de Pierre Haldun de 4,50 m, on a conçu la serre là-dessus. Et pour nous, c'était une manière, une opportunité, cette rénovation énergétique, pour retrouver des qualités, à la fois les qualités d'origine et à la fois des qualités supplémentaires. Et de remettre en connexion la librairie, l'espace de la librairie et la bibliothèque, là où il y a quand même beaucoup de passages entre les connexions au bâtiment, avec ces espaces en partie supérieurs. Et donc on crée ce climat qui va être variable, effectivement, qu'on ne savait pas trop qualifier, et qu'on teste ensuite avec le vivant. Moi, je fais des tests plutôt de température pour voir j'en ai fait aujourd'hui, entre l'extérieur, l'intérieur, le haut et le bas. Donc aujourd'hui, on avait à peu près 7 degrés entre l'extérieur et cet espace-là, et 1 degré entre partie supérieure, partie inférieure. Et donc on va sans doute remettre des sondes pour voir pour voir un peu les qualités climatiques, et surtout si les simulations qu'on avait faites, qui répondent aussi aux questions énergétiques ensuite en termes de consommation, étaient bonnes. Voilà. Peut-être je vous repasse On peut peut-être passer la parole à Jean-Baptiste. Oui, pour me présenter, donc Jean-Baptiste, donc je suis paysagiste, diplômé de Bordeaux. Et là, pour ce projet, j'ai répondu en tant qu'entreprise qui allait venir réaliser les travaux. Parce qu'en lisant l'appel d'offres, je me rendais bien compte que c'était pas un projet tout à fait, c'était un projet assez singulier. Donc pour l'instant, mon action, elle a consisté à vider des big bags de différents matériaux sur les toitures à la brouette cet été pendant 2 semaines, et la fabrication de ces pots un à un. Donc ça a été le début, et comment mettre en place un accueil possible pour le vivant. Qui maintenant, comme le disait Dominique et l'a rappelé Cyril, le jardin démarre. Et je vais avoir tout un travail maintenant de suivi. Donc vous allez me recroiser certainement au cours de l'année, parce que je vais revenir à plusieurs reprises pour accompagner notamment l'association étudiante et ou des étudiants architectes, paysagistes qui voudraient faire des stages qui consisteraient en des relevés, justement pour voir quelles sont les évolutions et les apports sur le vivant, pour pouvoir avoir des actions jardinières sur les terrasses, dans les pots.
Donc voilà. C'est peut-être important de préciser, c'est la façon dont les CCTP sont rédigés, je trouve. Parce qu'en fait, c'est très important parce que le jardin dans l'architecture, alors je parle autant pour les architectes que pour les paysagistes. Le jardin dans l'architecture, malheureusement, on est souvent embarqué dans une écriture de CCTP qui relève de l'architecture. Et alors que, vous voyez, pour faire un jardin comme ça, en réalité, on est obligé d'avoir déjà une sorte d'attention particulière, on va dire. C'est pour ça que Jean-Baptiste est là et que ce n'est pas une entreprise IDVRD, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, ou au hasard, une grosse entreprise, on va dire, de paysage, même une petite entreprise de paysage. C'est une mini-entreprise de paysage qui relève plutôt du jardinage. Voilà. Parce que, en fait, l'attention, dans l'objectif du CCTP, c'était d'écrire tout ce qui relevait d'une attention obligatoire pour pouvoir réaliser ce genre de jardin. Par exemple, la toiture, la toiture jardin, là, je vous parlais des produits qui sont sur le marché pour faire ce genre de choses. Ben voilà, c'est facile. Hein. En 2 secondes, vous allez pianoter sur Internet où l'entreprise vous dit on va mettre ça. Pour pouvoir faire ça, là, on s'est presque demandé à un moment s'il y a des matériaux qu'on n'allait pas aller chercher dans une friche. Les matériaux, la craie, ce genre de choses, ou sur un chantier. Parce que, voilà, parce qu'en fait, sur le marché, c'est pas aussi simple que ça. Donc, vous voyez, c'est plus du bricolage, on va dire. Donc, le CCTP, donc le cahier technique, doit mettre en place toute la nécessité de bricolage qu'il faut pour pouvoir réaliser ce genre de jardin, le genre de personnes qu'il faut, le genre de compétences, on va dire, qu'il faut, et le genre de temporalité aussi qu'il est nécessaire. Par exemple, Jean-Baptiste, là, tu as une mission sur... il fallait répondre au CCTP à une mission qui dure plusieurs années. Ouais, voilà. En fait, il y a le chantier d'architecture, le temps du chantier, et après, il y avait une mission d'1 an, donc elle était découpée en 2 phases. Et cette mission d'1 an relève de l'accompagnement, la mise en place de petits dispositifs, la connexion avec la connexion du jardin avec les forces de jardiniers qu'il y aurait sur place dans l'école. Et ce genre de choses. Des choses qu'on n'écrit jamais dans les CCTP. Hein. Là, vous ne trouverez jamais, je pense, ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que je pense que c'est pédagogiquement pour vous, ça peut être très intéressant d'y réfléchir. Et Jean-Baptiste incarne ça. Voilà. Ouais. Je voudrais savoir si on va être au Chili toute l'année ou si on va voyager. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il change. Ah non, toute l'année. Là, je pense que... Non, on n'est pas au Chili. J'ai dit, c'est une image que je me donnais en me disant, j'ai essayé de chercher quel type, qu'est-ce que je connais dans le monde qui ressemble à ça. Comme je ne connais pas tous les climats, en plus, j'ai trouvé que celui-là. J'ai trouvé la montagne près de chez moi parce que dans certaines conditions, pour le coup, à certaines époques de l'année, ça marche. Et au Chili, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a très peu d'eau, il y a de l'eau que dans l'air, dans ces montagnes, un peu. C'est des montagnes où il neige. Là où les montagnes dont je parle, c'est pas les montagnes où il neige. Pour le coup, c'est le niveau inférieur. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai projeté. Mais par contre, non, là, c'était plutôt une image. Après, c'est toute l'année, là. Ça me paraît. Et justement, je pense que l'idée, ça va être de faire des observations, là, un peu comme le registre de Florian sur la température et ces choses-là. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, les sondes Chimée, parce qu'en fait, c'est de voir dans quelle mesure il y a des variations au fil de l'année, quelles seront les grandes variations de température ou les grandes variations d'humidité, malgré tout. Et voilà, ce genre de truc, c'est... Non, mais c'est parce que moi, je trouvais ça intéressant. On donne tout le temps nouveaux lieux dans les écoles d'architecture, on donne les noms de personnes, là, des architectes et des paysagistes lillois, ou pas lillois.
Et je trouve ça intéressant de se dire que même les espaces intérieurs, on pourrait les déterminer en disant bah là, c'est l'équivalent de telle ville dans le monde. Quand il fait chaud, ben, on est peut-être dans un climat comme si on était dans un extérieur, mais dans un autre pays. Bon, je trouvais ça intéressant. La question que j'avais, c'était aussi sur. En fait, j'ai pas bien compris ce qu'il y a dans les pots, c'est-à-dire vous avez juste un peu de terre dans un pot et basta. Et c'est censé attirer des animaux ou c'est censé déjà avec du végétal et savoir si donc dans chacun des pots il y a quelque chose de différent et donc il y a une espèce d'inventaire avec une trame. Non. Alors pour l'instant, en fait, donc dans les pots il y a un peu de terre et je ne savais pas quoi planter. Je ne savais pas quoi planter, j'ai bien compris. Tout le monde voit que là les conditions sont extrêmes. Donc en fait, on a fait ces fameux tests. Maintenant, je vois un peu mieux ce qu'on pourrait planter. Par contre, dans ma tête, ça a toujours été l'idée que c'était pas un jardin ni pour les humains, ni pour les plantes, mais surtout pour les insectes. Et en fait, là, pour l'instant, c'est vraiment le travail de cette année de voir quel type de. Là, par exemple, les Sempervivum, clairement, c'est un espace pour les araignées. Dans ma tête. Donc je me dis, tiens, là, c'est déjà pour les araignées. Par contre, je vois bien qu'avec les espaces extérieurs, on va attirer les terrasses, on va attirer d'autres types d'insectes et qu'il va y avoir des transfuges, quoi, cet endroit-là va leur servir. Et là, pour le coup, je ne sais pas encore. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Non? Les insectes? Oui, c'est quand on ouvrira. Ouais. Et ça, c'était une pique. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Parce que le système, je ne sais pas si vous l'avez vu fonctionner déjà ou pas. Non. Donc on espère. Ouais, c'est un peu compliqué là, les échafaudages en façade. Là, le soir, les ombrages, ils devraient être fermés pour garder la chaleur en fait à l'intérieur. Donc en fait, selon la saison, donc il y a une armoire avec une gestion climatique qui est dans la petite pièce là-bas. Et donc il y a des sondes dans l'espace ici. Et donc selon la température de l'espace, selon il y a un mât météo aussi tout en haut de l'école qui prend le vent, qui prend la lumière, température aussi, je pense. Et donc selon tout ça, il y a une gestion climatique qui est basée sur deux choses. D'abord la ventilation de l'espace avec un système d'ouvrant qui va s'ouvrir en toiture au faîtage avec deux ouvrants symétriques. Et ensuite le système d'ombrage, donc c'est ces toiles qui viennent eux à l'horizontale se fermer surtout en période l'été, toute la journée, et l'hiver pour garder la chaleur à l'intérieur du bâtiment. C'est des petites bandes aluminium en fait, donc ça marche par réflexion. C'est un tissu qui à la fois peut renvoyer le soleil vers l'extérieur et à la fois peut renvoyer les rayonnements de la chaleur vers l'intérieur. Et donc cette gestion, on espère, dès qu'il va faire bon et dès qu'elle va être en fonctionnement, elle est totalement automatique et on définit en fait les paramètres qu'on souhaite avoir en termes de température, etc. Et ensuite, juste pour terminer sur les climats des ateliers autour, donc là c'est l'hiver, ils sont chauffés. Et en période, dès lors que le chauffage ne sera plus en marche, l'idée c'est d'avoir plutôt une gestion naturelle de la ventilation. Et donc vous avez ces ouvrants ici là, qui sont au-dessus des portes. Vous avez un bouton qui permet d'ouvrir ici vers cet espace-là. Et sur toute la périphérie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur toute la périphérie des façades, on a mis des systèmes de grilles qui s'ouvrent et qui se ferment
Et donc l'idée, notamment en période estivale, c'est de pouvoir faire un balayage, une ventilation naturelle qui vienne de la périphérie et qui s'évacue par ici. Donc déjà, les ateliers sont assez hauts, donc l'air stratifié, l'air chaud va monter. Et l'idée, c'est qu'il s'évacue par ici et qu'il s'évacue ensuite par le haut. Et avec l'inertie, normalement, avec l'inertie de la structure et les qu'on a gardées apparentes, et donc les planchers béton, et la possibilité de laisser aussi le fonctionnement de l'aération naturelle la nuit, juste en ouvrant les grilles, et donc de capter la fraîcheur la nuit. On espère que le climat sera superbe. On viendra voir. Elles sont pas trop, non, elles sont pas trop. C'est les grilles Renson, ouais, elles sont pas. Moi, j'ai pas vu d'isolant. Enfin, il faudrait regarder. Je sais pas si vous, comme vous avez étudié et modélisé, je sais pas si vous avez vu les fiches techniques ou. Ouais. Ça fait nécessairement un pont thermique. Ouais. Après, je ne sais pas exactement la composition. Il faudrait regarder exactement. Le fabricant, c'est Renson. Après, ce qu'on a fait surtout ici, alors, il reste certains ponts thermiques, mais il faut le voir au global, à l'échelle. Vraiment les très gros ponts thermiques qu'il y avait dans les ateliers, c'est surtout les grands panneaux béton qui n'étaient pas du tout isolés, où il y avait peut-être 1 cm côté intérieur, et qui eux faisaient vraiment pont thermique, plus le plancher, des petits morceaux de plancher trapézoïdaux et triangulaires ici, qui eux étaient aussi directement en contact. Donc ça on a isolé sur toute cette partie. Mais effectivement, je pense qu'il y a un pont thermique ici. Ouais. Mais il faut voir les choses au global. C'est-à-dire qu'il faut voir si le pont thermique voilà. Quel est le gain qu'on a par rapport à la ventilation. L'idée, c'est de ne pas avoir de rafraîchissement, évidemment. Enfin, d'avoir un rafraîchissement naturel, donc de profiter aussi de la forêt, de l'air des arbres, pour que ça va. Donc, je viendrai voir si ça marche. Je relève simplement une dimension que je trouve tout à fait pertinente et intéressante dans l'ensemble de votre travail, respectivement l'un et l'autre, c'est la dimension expérimentale. Ce que l'on entend depuis tout à l'heure, c'est on n'est pas trop sûr de, on va voir, on va faire l'expérience de, on parle de biodiversité, de la façon dont elle pourra s'installer ou dans le temps, et on parle aussi de sondes et de vérification a posteriori, après réception de la mécanique, fonctionne tel qu'il est prévu, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment pertinent de faire cette approche-là, sachant que l'architecture comme le paysage, ce ne sont pas des sciences exactes, et que les calculs thermiques, c'est une chose qui va servir de base à l'édification de dispositifs ou à l'élaboration de dispositifs techniques, etc. Mais en réalité, c'est bien le retour sur expérience qui va parler, qui va dire la vérité, quoi. Et ça, je trouve que c'est particulièrement pertinent de l'exposer comme ça, de l'avoir conçu comme ça, dans une école d'architecture, et de l'exposer comme ça à des étudiants en architecture et paysage. Alors c'est vrai qu'on n'est jamais... Alors il y a deux choses. Il y a les règles thermiques, la réglementation thermique qui généralement est basée sur des simulations qui en fait sont relativement déconnectées de la réalité de l'usage. Et nous ici, on a modélisé l'ensemble pour essayer d'être le plus proche de la réalité, on va dire, avec un bureau d'études avec qui on travaille, qui est à Londres, qui est assez agile sur ces systèmes de simulation. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé l'existant, vraiment l'existant avec l'aquarium, la toiture. On est allé voir quels étaient les doubles vitrages qui avaient été mis. On est allé vérifier les lames d'air. Il y a des appareils qui permettent
de vérifier ça en fait. Et on a essayé justement on a fait une simulation sur l'existant pour avoir une consommation de l'existant. Et après, on a dans le projet et dans le concours, on testait des solutions et on voyait l'impact que ça avait sur la consommation globale. Mais après, ça reste des simulations. Alors, il y a la question énergétique et ensuite il y a la question du confort dans les lieux, etc. Et donc, voilà, on simule les choses, mais on sait que les simulations ont leurs limites aussi. Et donc, on le mixe aussi avec nos connaissances, le bon sens aussi, essayer d'avoir des systèmes pas trop complexes. Voilà. Et après, ce qui est important, oui, pour nous, c'est de faire effectivement, le côté, ici, c'est expérimental, parce que ça se trouve, ça n'a pas du tout marché. Peut-être ça va très bien marcher. Ça va marcher, mais on ne sait pas dans Voilà. quel sens. On ne sait pas comment ça va marcher. Donc il y a une sorte une forme d'inconnu, mais qui nous semble intéressant, et surtout dans une école d'architecture, de pouvoir tester et expérimenter, parce que c'est bien le lieu où on peut le faire, quoi. Ce que tu soulignes, c'est le côté, c'est dans une école d'architecture et de paysage. Et évidemment, moi je sais que c'est pour ça que j'ai répondu à Florian, ok, je travaille avec toi, parce qu'en fait, je me dis, est-ce que c'est un des rares lieux peut-être où on peut avoir l'occasion de commencer à parler réellement d'interrelation entre architecture et paysage vraiment, et que voilà, c'est direct, la chose est visible, et on voit bien qu'on est là, pour le coup, de ce côté-là, on est... De toute façon, tout jardin est une expérimentation. Là, pour le coup, tout jardinier vous le dira. On peut pas. Si on envisage le rapport architecture-paysage sous l'angle du jardin et du vivant, comme le font les jardiniers, à ce moment-là, on est obligé d'être dans une forme d'incertitude et effectivement dans une sorte de projection potentielle. Voilà. Et ça, c'est très bien ce que tu as dit. Ouais. Et ça, sur le caractère expérimental, c'était assez surprenant aussi. C'est que moi, du coup, je suis venu au milieu d'autres entreprises, du lot gros œuvres, des séristes, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils me voyaient arriver avec ces petits pots faits à la main. Et ils me disaient, bon, alors il va y avoir des plantes qui vont tomber, qui vont pousser, ça va être vert. Alors, peut-être. Et ça, c'était un caractère qui n'était pas forcément simple à entendre de leur côté. Et où je devais presque me justifier du caractère expérimental. Oui, c'est ça. Alors que là, c'était plutôt peut-être. En tout cas, on apprendra des choses, que ça marche ou que ça marche pas, suivant son supermarché, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'ils t'ont aidé. Tu m'avais raconté qu'il y a des entreprises qui t'avaient donné des coups de main quand même. Oui, ouais, sans ça, ça aurait été compliqué. Hein. Ouais, mais c'est peut-être grâce à ça, je pense. Donc moi, c'était plus des questions sur... ce serait plus des questions sur la fonction du bâtiment. Donc je comprends les perspectives expérimentales de phase de test sur on va dire la température, mais c'est plus pour les étudiants qui vivent à l'intérieur de ces lieux. Comment vous avez vu un peu les perspectives de vie? Parce que c'est vrai quand je dis perspective de vie, c'est par exemple, moi je suis en L3, je travaille dans ces ateliers, et c'est vrai que bon, après on est en hiver et tout ça, mais c'est vrai que on sent de l'air, en fait au niveau du ressenti. Pour l'instant, on n'est pas dans des lieux assez agréables, j'ai envie de dire. De température, d'air, et puis aussi au niveau de l'écho. Quand on travaille, on entend du brouhaha toute la journée. D'accord. Alors, je voulais avoir un peu. En fait, il y a plusieurs choses. Nous, la question du concours est arrivée après un projet qui était déjà en cours de réaménagement de l'ensemble des ateliers, qui est porté par Sébastien Niemann, SNA Architecture. Donc l'école avait la volonté de retrouver les ateliers d'origine, les volumétries et la liberté d'ateliers d'origine. Voilà. À l'origine, il y avait malgré tout un certain nombre de séparatifs coulissants, en fait, à l'époque, qui
c'était sur des rails. D'ailleurs, vous voyez, il y a quelques rails au sol que vous voyez. Donc nous, on s'est inscrit là-dedans. Ensuite, il y a plusieurs sujets. Il y a les sujets donc d'inconfort qui sont liés à l'acoustique, c'est ça, entre différents groupes, c'est ça? Ouais. Donc en fait, on a défini normalement plusieurs espaces. On a proposé, en fait, il y a aussi une question de budget, entre guillemets. Et en même temps, nous, on n'est pas censé intervenir sur l'aménagement intérieur. C'est ça qui est un peu compliqué. Il y avait une agence d'architecture qui a fait l'aménagement intérieur, qui a fait par exemple les luminaires, c'est pas moi qui les ai mis, luminaires dans les ateliers par exemple, c'est pas moi. Les panneaux acoustiques dans les ateliers, c'est pas moi. Néanmoins, en acoustique au plafond, on a mis le maximum possible, entre guillemets, parce que tout est acoustique au plafond. Les panneaux, vous avez un système de panneaux de chauffage rayonnant, qui est acoustique, c'est-à-dire qui est perforé et qui est avec de la laine, qui est absorbant. Et ensuite, à côté, vous avez un panneau acoustique aussi absorbant. Et là, la question, c'est plus entre groupes, c'est ça? Et donc, en fait, on a, nous, défini, on a proposé, parce qu'on a vu que c'était un problème, il y avait déjà eu un certain nombre de discussions dès le concours, en fait, là-dessus. Et donc, nous, on a fait en sorte, qu'il puisse y avoir une séparation d'espace, avec un certain nombre de rideaux acoustiques qui puissent être mis en place. Ils ne sont pas mis en place pour des questions budgétaires, je pense. Mais c'est-à-dire, on a défini, parce qu'il y a des problèmes de sécurité incendie aussi, c'est-à-dire que ces espaces-là doivent être désenfumés, c'est-à-dire que s'il y a un incendie, on doit pouvoir évacuer les fumées de ces espaces. Et donc, on a défini un atelier ici, un ici, globalement, et on peut diviser avec des rideaux acoustiques au niveau des poutres ici. On a tout fait pour qu'il n'y ait aucun passage de câbles ou de tuyaux, ou très peu. Et donc, on peut délimiter déjà 1, 2, 3, 4 espaces. Voilà. Avec des rideaux. Bon, j'espère que ça arrivera dans le temps pour pouvoir à la fois tout ouvrir comme ça et pouvoir aussi isoler certaines zones. Il y a ça, et ensuite il y a un deuxième proposition qu'on avait faite, mais en même temps on sortait de notre rôle un peu, parce que c'était d'avoir du mobilier d'affichage supplémentaire pour pouvoir afficher plus de choses, et qui seraient aussi des éléments acoustiques qui permettent d'isoler des groupes, par exemple, des choses comme ça. Donc je pense qu'effectivement il y a encore une strate à ajouter, qui est de l'ordre de l'aménagement mobile comme ça, qui permettrait de gérer ça. Et après, au niveau du chauffage, normalement, mais je sais qu'il y a eu des problèmes de régulation, mais normalement ça doit aller un peu mieux. Et je crois qu'il y a eu des problèmes récemment où le niveau de température n'était pas atteint. Donc normalement on doit être calé sur 19, je pense, 19 degrés, quoi, ce qui n'était pas atteint pendant tout un moment. Donc là on est en fin de chantier, donc il y a malheureusement encore des réglages qui sont faits. Et après l'air, je ne sais pas trop d'où il vient, soit c'est d'ici, de la porte, c'est quand vous êtes à quel endroit? Il y a les bouches d'aération ici, et en fait quand on est dans l'atelier, il y a un effet un peu comme ça D'accord. Expliquer. Et en fait ah ouais, ok. Et c'est désagréable. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Ben, j'ai pas eu l'information. Chapelle,
C'est une expression de Tchoumi, Bernard Tchoumi, quand il a fait l'école à Marne-la-Vallée. Il s'est fait critiquer le fait que ce soit une grande cathédrale. Il a dit je préfère les grandes cathédrales aux petites chapelles. Les petites chapelles, c'était ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire des trucs cloisonnés avec chacun son petit truc et où il n'y a pas la vision d'ensemble. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe. Nous, on a vécu déjà dans cette école-là quand c'était déjà ouvert comme ça et où, effectivement, tu arrives en première année, tu as participé à des ateliers de master parce que tu as traîné, tu as vu, tu as entendu, tu es resté, et comme ça, tu sais, tu apprends par toi-même des choses qui ne sont pas prévues par l'école, mais simplement par ce dispositif-là. Florian, il a été aussi le chef de projet sur l'école d'architecture de Nantes dans laquelle j'ai aussi enseigné, et cette école, il y a eu aussi pas mal de presse et de discussions là-dessus, entre ceci, cela, les prises au plafond, je sais pas quoi. Et en fait, c'est ce que disait aussi un peu Jean-Philippe, comme vous disiez tout à l'heure, sur la dimension expérimentale. C'est un truc un peu bizarre, parce qu'en fait, on a l'habitude d'avoir des objets, et puis on habite les objets, puis quand on est chez nous, et on fait ce qu'on veut chez nous. En fait, il faut juste se mettre dans la tête que ici, vous êtes chez vous. Et ce sont les étudiants qui doivent faire le truc. Si tu veux faire des panneaux acoustiques, tu fais tes panneaux acoustiques. Si tu veux gérer le truc, mais en fait, c'est comme ça parce que c'est possible. Quand il y avait les petites salles fermées avec les portes, tu vas dans la petite salle fermée avec la porte. Et voilà. Ici, c'est un truc où on te dit maintenant, c'est à toi d'inventer. Est-ce que, maintenant qu'il n'y a plus de salle et plus de portes, est-ce que tu veux quand même des cloisons et des portes? Voilà. Et après, tu peux dire, je veux une cloison souple, je veux une cloison mobile, je veux un truc, je veux pouvoir le bouger, avoir des trucs avec des roulettes et tout ça. Mais c'est à vous de décider enfin, moi, je peux le dire, ce que je veux, si vous voulez, mais il me semble que c'est vous qui habitez effectivement dans cette école et en tant qu'habitant, comme les vivants là-haut, ils vont imposer aussi leurs lois, imposer votre loi aussi sur comment vous voulez habiter cet endroit-là, sachant que voilà, vous pouvez très bien le transformer et mettre plein de cloisons partout si ça change. De faire quoi? Ouais, mais en fait, on sortait. C'est leur budget. Ouais, non, mais c'est juste une question de budget, tout à fait. Disons que, et de rôle pour nous, parce qu'on allait un peu au-delà normalement de la mission qui nous a été confiée, parce que on n'avait qu'une mission, nous, de rénovation énergétique. Et en fait, du coup, sont arrivées des problématiques d'usage. Alors, c'est aussi parce qu'on a créé ça, mais pas que, parce qu'en fait, l'ouverture des ateliers, c'était une décision antérieure de l'école et qui, voilà, mais qui avait peut-être pas été aboutie en termes de mobilier. Enfin, il y avait aussi du mobilier prévu, mais bon, toutes ces données n'avaient pas nécessairement été. Alors du coup, on s'est mis dans la question, on a fait un certain nombre de propositions. Et j'espère qu'elles aboutiront. C'est les questions de sous, en fait, essentiellement de sous. Après, la question quand même de l'air, ça c'est un problème. Je vais regarder. Alors, il faut voir que on a remis des centrales parce qu'il y avait plus de centrales en fonctionnement d'air. Donc on a remis, c'est des centrales double flux qui prennent l'air dehors, en fait, et qui passent, les gaines passent sous la banquette en périphérie de la serre. Donc l'air est censé se réchauffer un peu en prenant un peu de température sur un linéaire derrière la banquette, et ensuite est récupéré dans la CTA et mélangé avec une partie de l'air existant. Et moi, je pensais qu'il y avait une petite batterie chaude aussi, mais mais je vais voir ce truc, parce que je vois qu'il y a des bouches qui soufflent un peu vers le bas. Non, les radiateurs, normalement, c'est du rayonnement. Donc, ça chauffe vraiment par rayonnement.
Et l'air, il est normalement juste là pour renouveler l'air. Ouais. Non. Ben non, vous avez juste eu des problèmes, je crois, pendant le Covid. Hein. Il y avait des taux compliqués, quoi. Ouais, non, mais c'est peut-être mal. Ouais, ouais. En fait, normalement, mais je vous dis, là, c'est aussi parce que c'est la première période de froid et de réglage, et c'est un peu compliqué avec les boîtes. Normalement, elle ne s'enclenche, mais bon, a priori, c'est peut-être pas le cas, uniquement si le taux de CO2 est atteint. C'est-à-dire, normalement, on ne ventile pas en permanence. Mais c'est probable que ça ne marche pas. Donc, vous le sentez quand ça s'arrête quand même, alors. C'est pas en permanence. Ouais. Et il y a la sensation de froid quand c'est... Ouais, ouais, donc c'est pas normal. Ouais. Après, c'est vrai que moi, mon degré de confiance dans ces systèmes mécaniques et tout n'est pas très élevé, donc j'évite au maximum d'en mettre. Mais bon, là, c'était un peu... Après, il y a des règles sanitaires. Et après, c'est possible qu'il y ait encore pas mal de réglages qui ne soient pas optimum. J'espère que... Ben, non, oui, non, elles le doivent. Elles le doivent. Donc, non, c'est juste... c'est un peu compliqué avec les entreprises. Parce que la fin était laborieuse. C'était compliqué parce qu'elles n'ont pas toutes été payées à temps, etc. Donc il y en a qui viennent pas tant qu'elles ne sont pas payées. Enfin voilà. Ce qui fait que c'est pas simple. Mais bon, ça c'est des aléas de chantier, mais qui du coup impactent le fonctionnement tout de suite. Quoi. Ouais. Mais on creuse les doigts. Moi, j'ai pas très bien compris l'usage dans cet espace-là. J'ai compris que c'était un lieu un peu d'expérimentation assez libre, mais j'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on peut expérimenter, sachant que de ce que je constate, c'est juste un passage pour aller de cette salle-là à cette salle-là. Donc j'aimerais comprendre en fait comment est-ce que vous l'envisagez dans votre projet. Ben nous, justement, pour nous, c'est un espace libre, c'est-à-dire que c'est plutôt à vous ou aux enseignants, à la pédagogie, de savoir exactement ce qui peut en être fait selon le climat aussi, selon la température, selon si c'est en hiver, à mi-saison, etc. Et là, on est là, bon, il fait un peu frais, quoi. Mais néanmoins, on a cet espace disponible. Et donc, pour nous, c'est important justement que ça soit un espace qui n'est pas affecté, quoi. Parce que dès lors qu'il est affecté, il faut que la pédagogie, on va dire, puisse l'utiliser à tout moment, en fait, et puisse faire des choses dedans. Mais il ne faut pas que ça soit un espace, pour nous, hein, de la manière dont on l'a imaginé, qui soit pris par quelqu'un je sais pas, de façon systématique et qui empêche les gens de circuler ou d'imaginer des choses, quoi. Après, là-haut, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, là-haut, c'est assez agréable à certaines heures. C'est assez... J'ai déjà essayé, il fait plutôt froid, on peut pas trop ouais. s'asseoir du coup, puisqu'on est gelé après. Donc je vois pas trop l'utilité d'avoir fait cet espace, sachant qu'on a déjà un atrium de l'autre côté qui est aussi utilisé pour cette expérimentation. Ouais. Et je pense qu'il fait aussi froid un peu tous les ans. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut réellement l'utiliser si
bah, dans l'année, il fera forcément froid et on pourra l'utiliser que pour certaines saisons. Et donc dans ce cas-là, je comprends toujours pas trop l'utilité d'avoir mis les ateliers en haut, si on a déjà les ateliers en bas et si on doit s'en emparer. Est-ce que Il n'y a pas d'atelier en haut. Non, c'est pas des ateliers, mais on peut mettre des tables. On a commencé justement à mettre des tables pour essayer de faire par exemple les cours d'ATR. C'est pas des Mais, salles de cours en fait. Donc, non, c'est pas des salles de cours, ouais. mais on en part comme ça Ouais, pour bien l'instant, sûr. Ouais. parce que la disposition, je sais pas, donne à ce que ce soit une salle un peu de cours, enfin pas de cours, mais de travail. L'objet, c'est de l'espace en plus. Par exemple, si vous regardez, c'était intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir justement les 3 projets du concours, parce que c'était 3 réponses assez différentes en fait. Et donc, il y avait une réponse, Pierre Bernard, qui conservait cet espace tel qu'il était auparavant. L'équipe Boideau-Bast, eux, avaient mis en place une couverture mobile, en fait, un simple film qui permettait de fermer cet espace ou de l'ouvrir, en fait, à l'extérieur. Hein. Et donc, pour nous, on a poussé un peu la chose plus loin en disant comment dire, cette enveloppe-là, on va profiter, on va coloniser un peu les terrasses extérieures pour les rendre accessibles, parce qu'elles n'étaient pas du tout accessibles hein, au-dessus. Et donc ça, c'est de l'espace en plus, et vous en ferez exactement ce que vous voudrez, mais c'est pas une salle de cours, c'est pas un espace chauffé, il n'y a aucun chauffage ici. Et donc, vous verrez, bon, c'est vrai qu'à cette saison, c'est moins exploitable, mais dès qu'on est en mi-saison, c'est-à-dire dès que vous allez rentrer à mars, une fois que le mois de février va être passé, je suis sûr que si je reviens, il y aura du monde. Donc, c'est vrai que c'est des espaces un peu atypiques, qui ne sont pas figés, et qu'il faut pouvoir occuper selon le climat, quoi. Oui, après on est en école d'archi, donc on nous donne de l'espace, on saura forcément quoi faire dedans. Mais c'est vrai que ce grand espace-là, sans équipement finalement, peut-être qu'il y aurait pu avoir une architecture un peu plus collaborative qui finalement vient avec les étudiants essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait créer un espace qui puisse nous être adapté, serait un peu plus adéquat, parce que là c'est vrai qu'on a ce grand espace actuellement, mais c'est vrai, comme vous dites, à voir dans les autres saisons, qui est très peu utilisé et qui paraît très vite finalement. Je pense, de toute façon, c'est toujours intéressant je sais pas moi ce qui va s'y passer, vous non plus, mais pour l'avoir expérimenté dans d'autres projets, je suis vraiment certain que qu'en mars, il y a du monde partout là-haut. C'est la qualité des espaces qui ne sont pas déterminés, qui sont indéterminés. Et puis c'est un cadeau. C'est un cadeau pour cette école de pouvoir disposer d'espaces qui ne sont pas justement déterminés, définis dans leur usage, dans leur fonction. Donc le jeu est ouvert. Mais toujours, nous on le voit comme un cadeau. Et oui. En fait, toujours, parce qu'on aurait pu pas le faire. La question c'est est-ce que d'autres projets ne le faisaient pas, par exemple, est-ce qu'il fallait le faire, quoi. Et donc c'est vrai que nous on le voit toujours comme une qualité, et parfois ça peut être incompris ou mal perçu parce que c'est pas un climat comme les ateliers, etc. Mais je suis certain, enfin peut-être on aura l'occasion d'en rediscuter au mois de mars pour voir. Après nous, ce qui était important, c'est que ça soit libre, en plus de le connecter à la bibliothèque où il y a pas mal de passages là sur la passerelle. Vous pouvoir prendre un livre à la bibliothèque, vous verrez au mois de mars, vous viendrez ici. La vue, le jardin, il y aura je pense que ce sera agréable. Dans une école d'architecture, on parle beaucoup de la question de l'appropriation de l'espace. Dans une école d'architecture. Pardon ? La question de l'appropriation de l'espace. Ça fait ouais. partie vraiment du discours pédagogique que l'on peut avoir. Bah, voilà.
La question Et- ici et est après, justement ici, un lieu qui ne demande qu'à être faire l'objet d'une appropriation. Elle est variable durant les saisons. Elle sera variable d'une année sur l'autre. Elle peut être, comment dire, compris. Ce lieu peut être compris par les premières années de façon assez différente des masters et des licences et ainsi de suite, des enseignants entre eux. Donc c'est un espace à conquérir, à s'approprier. Et c'est un bonheur, enfin, de pouvoir. C'est un luxe, c'est un cadeau. Pour le paysagiste. Et moi j'ai quelque chose à dire, c'est que ça me fait penser à quelque chose qui est très très vieux dans l'histoire de l'architecture, notamment au Japon. C'est en fait ce genre d'architecture et ça nous renvoie à l'idée qu'en fait, vous connaissez la maison japonaise, en hiver on vit dans un petit espace et en été la maison s'étend parce que justement il fait trop froid dans les espaces périphériques et qu'on fait chauffer par un brasero et donc on vit tous autour du brasero, tous autour de la source de chaleur. Et donc la maison est extensible, vous voyez, avec les saisons, ça s'étend, ça se dilue, qu'elle est un peu comme quelque chose qu'on n'a plus l'habitude, dont on n'a plus l'habitude, malheureusement, c'est-à-dire que l'architecture, c'est plus quelque chose qui se dilate, se contracte dans l'usage comme ça, au fil des saisons. On le vit plus comme ça. Et c'est peut-être pas mal que vous avez de la chance, effectivement, de pouvoir revivre ce genre d'expérience, revivre cette façon d'habiter, de se contracter un peu et de se dilater un peu, sachant qu'en fait, il n'y a pas de vous n'êtes pas contracté parce que vous avez l'espace de base, c'est le même que celui qui était demandé. Donc, je trouve assez beau ça. Est-ce que aussi les avoir positionnés comme ça, enfin, pas les rendre accessibles facilement, c'était une volonté pour dire que c'est la nature qui se fait elle-même. En fait, c'était, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce jardin-là, au moins clairement, c'est vrai que le fait que ce soit difficile d'accès, clairement, on sait que c'est pas pour les humains. Voilà. Et moi, je trouve ça très bien. Et en fait, je ne sais pas si vous trouvez ça très bien, mais en tout cas, tout à coup, il y a nous, humains, on offre un espace à d'autres vivants et qui n'est pas forcément celui du jardin, vous voyez, ou celui du jardin où d'habitude il y a une sorte de cohabitation comme ça, qui finalement est toujours quand même à la faveur de l'humain, entre guillemets, même si on a la volonté de plein de comportements par rapport aux autres êtres. En fait, il y a quand même une sorte, c'est déjà nous qui aménageons l'espace. Voilà. Et là, dans ce cas-là, c'est plutôt pas mal, quoi. Je trouve cette façon de. Alors, ça crée des problèmes parce qu'il faut qu'on puisse y accéder pour quand même faire quelques petits trucs. Et là, ça va être. Ouais, donc là, normalement, on est en train de regarder pour avoir une petite nacelle qui puisse servir aussi à l'école pour l'entretien quand il y a des choses à faire dans les ateliers ici au plafond et qui puisse accéder ponctuellement pour que le système qui est mis en place de suivi avec l'association, avec tout le monde ici, puisse se faire simplement, quoi. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la première version de ça, c'était un système de poulies où on pouvait descendre chaque petit pot pour les cultiver là. Mais effectivement, il y a contradiction. Déjà, ça aurait été très beau, hein. Il y avait des fils partout et tout, c'était magnifique. Par contre, déjà c'est compliqué et en plus, il y a un peu contradiction avec cet espace, quoi. Juste histoire d'avoir mis des pots, quoi. C'était des pots suspendus. Mais en fait, on savait qu'il allait avoir des plantes parce qu'on a vu la maintenance, etc. Ouais. Mais c'était limite, bon, il fallait faire quelque chose pour les paysagistes, donc on a mis des pots, quoi. Ben, c'est ce que enfin, je sais on se posait la question. Maintenant que vous l'avez expliqué, ça prend sens. Ouais. Mais on comprenait pas. Le jardin, ouais. C'est vrai qu'on pourrait l'expliquer plus précisément et voir avec l'école pour que ce soit sur que l'information soit plus diffusée. Ouais, un petit écriteau, enfin une carte.
mettre un sticker avec marqué jardin d'accueil aux vivants. Ouais. Pourquoi pas? Jardin des insectes, jardin des araignées. Je sais pas. Et, Ça va faire frustrant. et aussi pour justement le voyage des vivants justement entre chaque pot, est-ce que Ouais. ça a été étudié ou je sais pas, mais Ah. de faire connecter tous ces pots ou parce que là j'ai l'impression que c'est plus singulier et il peut pas y avoir. Peut-être je me trompe. Ah oui, par là. Ah ok. Ouais. Tu parles de quoi? Du passage d'un pot à un autre et de ce genre de Oui, choses? Mais en fait, c'est l'araignée, comment? Ah oui, oui. Tout oui, à l'heure, une d'ailleurs, araignée, mais même je parle dans le sol ou enfin. dans les sols, oui, là pour le coup. Ouais. Non, mais en fait, alors j'y ai pas du tout pensé comme ça, parce que, mais par contre, je vois que là, il y a, vous savez, dans les discours, dans le langage de l'écologie pratique, en fait, on parle des pas japonais. Vous avez entendu ça, là, tout ça. Et c'est marrant, tout à coup, ça me fait penser à ça. C'est un peu une illustration du pas japonais, c'est-à-dire des territoires qui ne sont pas forcément connectés, mais qui, de fait, par rapport à certaines conditions, par certains phénomènes, permettent que des animaux puissent s'installer à un endroit et puissent sauter comme un saut de puce en se développant à cet autre endroit alors qu'il n'y a pas de connexion. Et je trouve ça, j'y avais pas pensé, mais la question me fait penser à ça. Je me dis que c'est assez intéressant. Ça. Mais ce n'était pas du tout le... je trouve que c'est bien qu'il n'y en ait pas parce qu'elles y sont en fait. Là. Enfin, disons déjà la distance n'est pas grande. Vous voyez, je pense la connexion, en fait, il faut la penser autrement que physiquement parce qu'il suffit qu'il y ait 3 plantes qui sont à peu près identiques et une abeille qui aime bien butiner cette plante-là, elle va faire la connexion, elle va aller sur les 3. C'est elle la connexion. C'est son envie, son comportement. Là, par contre, ça touche à quelque chose de fondamental. Il me semble que les paysagistes, quand ils regardent les choses du côté du vivant, ne pensent pas du tout la connexion de la même manière que par la matière. Quoi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut se servir de ces jardins-là comme des illustrations de différences d'approche, de différences de façon de faire entre architectes et paysages, ou alors de l'accommodation des pratiques. Et je trouve que ça, c'est idéal. C'est vrai que ça peut servir un discours aussi. Voilà. Bonne question. On va s'arrêter là. Hein. Ouais. On va se réchauffer. Merci beaucoup. Vous avez été courageux.